Il est 19h, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce journal. Tout de suite les titres de l'actualité. Le président de la République est arrivé à Addis Abeba en Éthiopie pour présider la délégation algérienne qui a pris part aux travaux de la 38e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. L'Algérie affirme son rôle moteur en Afrique entre développement économique, sécurité et diplomatie. Elle se positionne comme un acteur incontournable du continent et œuvre ainsi pour une coopération renforcée au sein de l'Union africaine. L'Algérie très susceptible d'obtenir un siège au Conseil de paix et de sécurité de l'UA pour la région de l'Afrique du Nord, en décrochant 30 voix sur les 33 requises et devance à tous les tours du scrutin le Maroc. L'Algérie illustre une fois de plus son poids sur la scène africaine. Et en ce 13 février, l'Algérie a commémoré le 65e anniversaire des premières explosions nucléaires françaises à Arguen. Les commémorations officielles se sont tenues à Drar. Aujourd'hui, une journée d'études a été organisée au CIC à Alger. La question de la reconnaissance reste plus que jamais posée. Le ministre de l'Intérieur français se retrouve pris à son propre piège, recadré en direct par un magistrat. Il s'est vu rappeler qu'il était lui-même à l'origine de la loi qu'il critiquait. Une contradiction flagrante qui soulève bien des questions. Au Maroc, un autre scandale éclabousse le régime du Marzen. Un énième dossier qui révèle une troublante réalité. Les revenus du narcotrafic pèsent lourd dans l'équation politique du pays. Le développement dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé aujourd'hui à Addis Abeba, en République fédérale et démocratique d'Éthiopie, pour présider la délégation algérienne qui a pris part aux travaux de la 38e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donc quitté Alger pour se rendre en Éthiopie et présider donc cette délégation algérienne qui prendra part au 38e sommet de l'Union africaine. Après avoir écouté l'hymne national, le président de la République a passé en revue une formation de la garde républicaine qui lui a rendu les honneurs. À son départ, le président de la République a été salué par le directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha et le Premier ministre Nadel Abaoui. Je vais vous en parler en titre. L'Algérie trace sa voie sur la scène africaine. Acteur central du continent, elle porte une vision d'unité et d'indépendance, défend les intérêts de l'Afrique et agit pour une intégration économique renforcée. Route, gazoduc, libre-échange, son rôle est stratégique, tout comme son engagement pour la sécurité face aux défis actuels. À l'Union africaine, l'Algérie s'impose comme un pilier, prônant une approche globale où développement et stabilité vont de pair. Une influence qui ne cesse en tout cas de grandir et de marquer l'histoire du continent. Balim Damis. Dans une Afrique en pleine mutation, l'Algérie s'affirme comme un acteur clé, porteur d'une vision d'indépendance et de souveraineté pour le continent.
La voix de l'Afrique n'est pas seulement un engagement pris par l'Algérie dans le cadre de son mandat actuel au Conseil de sécurité de l'ONU, mais une conviction profonde ancrée dans son histoire de lutte et renforcée par les défis communs d'aujourd'hui. Attachée à son identité africaine, l'Algérie avance sereinement dans la défense des causes justes du continent. De l'appel à une réforme réelle du Conseil de sécurité à l'engagement en faveur d'une position africaine unifiée pour mettre fin à l'injustice historique subie par l'Afrique, en passant par la défense de la souveraineté des États africains et la protection de leurs intérêts économiques. Elle inscrit son action dans une démarche cohérente et déterminée. Le rôle de l'Algérie au sein des institutions de l'Union africaine est remarquable. Elle assume un rôle clé dans la consolidation de la stabilité des institutions africaines et œuvre à bâtir une véritable union qui soit bénéfique pour tous ses membres. À travers son engagement constant, l'Algérie affirme aussi sa volonté à renforcer l'unité africaine pour que le continent s'impose sur la scène internationale et occupe une place forte et unifiée dans le système mondial. Avec une vision stratégique fondée sur les atouts économiques du continent, l'Algérie, porte de l'Afrique, fait de l'intégration régionale une priorité en soutenant des projets de développement. Parmi eux, la route transsaharienne, le gazoduc Nigeria-Algérie et la mise en place d'une liaison en fibre optique à travers le Sahara. En parallèle, elle mise sur le renforcement de ses échanges commerciaux avec l'Afrique en ouvrant de nouveaux postes frontaliers, en créant des zones de libre-échange et en déployant un réseau bancaire à l'échelle continentale. À cela s'ajoutent des liaisons aériennes et maritimes destinées à renforcer son intégration économique avec les pays africains. La politique africaine de l'Algérie repose sur 3 piliers fondamentaux: l'histoire, la puissance et la prospérité. Le rôle de l'Algérie sur le continent se manifeste à travers la politique prudente qu'elle mène dans la région du Sahel et du Maghreb, ainsi que par son expertise en matière de lutte contre le terrorisme et ses liens étroits avec les questions de sécurité dans cette zone. De plus, la position géographique stratégique de l'Algérie et le prestige qu'elle a hérité de sa lutte contre le colonialisme renforcent son rôle actif en Afrique. La sécurité et le développement en Afrique sont au cœur de la vision algérienne, une approche visant à instaurer un équilibre permettant au continent de surmonter les défis sécuritaires et d'apporter une réponse concrète à la menace terroriste. Le terrorisme en Afrique constitue l'un des dossiers majeurs sur lesquels l'Algérie s'investit pleinement pour apporter des solutions rapides et durables. En tant que leader et défenseur au sein de l'Union africaine dans la lutte contre ce fléau, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, plaide régulièrement pour une approche globale prenant en compte les causes profondes du phénomène à travers une coordination cohérente entre sécurité et développement. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines s'est entretenu à Addis Abeba avec nombre de ses homologues africains en marge de sa participation aux travaux du Conseil exécutif de l'Union africaine. Ahmed Attaf s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Gédéon Timothéos, avec le ministre des Relations internationales et de coopération de la République d'Afrique du Sud, Ronald Ramola. Ahmed Attaf s'est aussi entretenu avec le ministre des Affaires étrangères de la coopération est-africaine de la République fédérale de Tanzanie, Mahmoud Tabet Kombo, avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République de Zambie, Mulambo Hayembe. Le ministre d'État s'est également entretenu avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République fédérale des Comores, Mbaye Mohamed, avant de s'entretenir avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République de Gambie, Mamadou Tangara. Les rencontres du ministre d'État avec ses homologues africains ont permis d'examiner les perspectives de renforcement des relations bilatérales et de soulever des questions sur le plan africain, notamment les échéances de haut niveau et aux voies et moyens de poursuivre le soutien aux causes légitimes en Afrique.
L'Algérie a de grandes chances d'obtenir un siège au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour la région de l'Afrique du Nord, lors des élections reportées au mois prochain, après avoir obtenu hier une très large majorité des voix sur l'ensemble des voix requises. Ainsi, l'Algérie devance le Maroc à tous les tours du scrutin, illustre bien une fois de plus son poids sur la scène africaine. Amira Sefta. L'Union africaine pour la région de l'Afrique du Nord. La diplomatie algérienne confirme une nouvelle fois sa notoriété sur la scène continentale, n'en déplaise aux mauvaises langues, qui ont tenté vainement de salir l'image d'un pays qui jouit de respect et de considération à l'échelle régionale, continentale et internationale. Le Makhzen est appelé à consommer ce nouveau revers qui met en échec plusieurs tentatives visant à empêcher l'Algérie d'accéder à de hauts postes de responsabilité au sein des institutions africaines. Puis encore, le Makhzen, dont le nom est étroitement lié à des affaires de corruption en Europe, se voit une nouvelle fois impliqué dans des malversations au sein même de l'Union africaine. Des pratiques qui n'ont pas échappé à l'œil vigilant de plusieurs pays africains qui veulent éradiquer des agissements hérités de l'époque coloniale et entérinent la crédibilité de la diplomatie algérienne et sa contribution à la préservation de la paix et de la sécurité en Afrique. L'Algérie a battu le Maroc à tous les tours, avec un écart avoisinant le double, l'excluant ainsi de la course après 6 tours, durant lesquels le Maroc a démontré son incapacité à rivaliser avec l'Algérie, compte tenu de l'écart important dans le nombre des voix, 30 voix contre 17 seulement pour le Maroc au 6e tour, ce qui reflète l'influence de l'Algérie dans le continent africain. Le succès de la diplomatie algérienne est aussi une reconnaissance de l'apport de l'Algérie à la stabilité régionale, notamment dans un contexte marqué par de grandes turbulences. La speaker de la Chambre des communes du Parlement britannique, Lindsay Hoyle, a souligné l'importance de l'Algérie pour le Royaume-Uni en tant que partenaire politique et économique et son rôle pour la paix et la stabilité en Afrique du Nord et dans la région du Sahel. Au cours d'un entretien mardi dernier avec l'ambassadeur d'Algérie à Londres, Hoyle a salué la qualité de la coopération bilatérale dans les différents domaines d'intérêt, estimant nécessaire pour son pays de tirer profit des ressources naturelles abondantes que l'Algérie recèle, en élargissant et en approfondissant le partenariat à d'autres secteurs, notamment l'énergie et le tourisme. Aujourd'hui, l'Algérie a commémoré un sombre anniversaire, celui des premières explosions nucléaires françaises dans la région d'Orgueil, il y a 65 ans. Des explosions qui restent gravées à jamais dans la mémoire collective, considérées comme des crimes contre l'humanité. Une journée d'études a été organisée au Centre international des conférences d'Alger. Bourali a proposé d'instituer une journée internationale pour les victimes des explosions nucléaires, coïncidant avec le 13 février. Il a également proposé l'organisation d'une conférence parlementaire sur ce dossier afin d'échanger les expertises et les expériences, d'examiner également les voies juridiques pour soutenir les victimes et leur rendre justice. Amel Bouarba. Il y a 65 ans, la France coloniale menait dans le sud algérien des explosions nucléaires dont les conséquences affectent et continueront d'affecter l'environnement et plusieurs générations d'Algériens. Des crimes contre l'humanité que la France coloniale refuse aujourd'hui encore de reconnaître. La France doit rendre justice aux victimes des explosions nucléaires et à leurs familles à la mesure de la tragédie qu'ils ont endurée, garantir le droit légitime des Algériens à la justice. Elle doit assumer ses responsabilités dans la décontamination des sites des radiations et des déchets nucléaires et remettre à l'Algérie l'intégralité des archives des sites des explosions afin que nos experts puissent évaluer les préjudices et prendre les mesures appropriées. Un panel de parlementaires, d'experts, de médecins et de juristes ont mis en avant l'importance d'informer l'opinion internationale sur les actes génocidaires perpétrés par la colonisation. La dimension sanitaire et scientifique reprend parmi les domaines les plus importants dont il faudrait s'attarder dessus en raison des risques et du danger des irradiations dues aux explosions nucléaires à long terme. On demande à la France de nettoyer, de réhabiliter ces sites et ça c'est un devoir par rapport à la Polynésie où elle a tout fait, elle a tout réglé, elle a tout nettoyé, elle a même enfoui les déchets dans des puits, elle a donné les dossiers médicaux aux vétérans, elle a construit même un hôpital pour prendre en charge les cancéreux, alors que l'Algérie, elle est victime au même titre que la Polynésie. Et donc la France refuse tout
toujours de reconnaître, de demander pardon et d'indemniser les victimes. Et elle est passée très très loin. Elle est arrivée en 2008 à fermer les archives qui concernent le dossier nucléaire. Ils sont devenus incommunicables. On voudrait proposer un texte législatif concernant la criminalisation du colonialisme et on répond surtout actuellement à ce qui se dit en Occident. On est en train de propager des idées comme quoi le colonisateur et la colonisation étaient des bienfaits pour l'Algérie. Et nous, on voudrait justement expliquer que c'est tout à fait le contraire. Les crimes contre l'être humain, contre la nature sont indélébiles et on voudrait que cela soit reconnu et dans un deuxième temps réparé. Les méfaits de ces explosions nucléaires sont dévastateurs. En tant que parlementaires, nous plaidons pour l'élaboration d'un texte de loi criminalisant ces crimes contre l'humanité. Des crimes contre l'humanité qui témoignent de la barbarie de la France coloniale, un pays qui se targue de défendre les droits humains. 65 années plus tard, l'Algérie n'oublie pas. Les commémorations officielles se sont tenues à Adrar, présidées par le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Al-Aïd Biga. Un hommage aux victimes, mais aussi un rappel que l'empreinte de ces explosions nucléaires qui ont ouvert le bal à plusieurs autres qui ont suivi. Et si le temps passe, la quête de vérité et de justice, elle, demeure. Raouf Hamouche. Il y a 65 ans, la France a procédé à sa première explosion atomique à Arguen, ouvrant ainsi le bal à plusieurs essais nucléaires qui s'en suivront. Plus d'un demi-siècle après, les habitants subissent toujours les conséquences de cet événement tragique survenu dans la région, notamment à Adrar, où une commémoration synonyme de recueillement. Une minute de silence a été observée en hommage aux martyrs. À travers ses institutions et ses organismes spécialisés, l'Algérie a recueilli un volume considérable de données relatives aux dommages matériels et moraux causés. Elle travaille en permanence grâce à ses experts et ses laboratoires de recherche scientifique pour réussir à effacer les traces de cette sombre page laissée par l'arrogance du colonialisme français. Pour ce 65e anniversaire, un colloque international a été organisé pour mettre en lumière les impacts sanitaires et environnementaux de ces essais. Justement, plusieurs experts nationaux et internationaux ont débattu des moyens de reconnaissance et de réparation. Parce que le discours du gouvernement français, quand des victimes malades leur posaient la question, c'était qu'il n'y avait pas de problème. C'était sous contrôle, les essais nucléaires français étaient propres, contrairement aux autres. Alors que sur le terrain, tous les témoignages qu'on pouvait recueillir montraient que les personnes avaient eu des conséquences au niveau de leur santé. Et donc c'est à partir de ça qu'on a commencé à travailler, puisqu'on n'avait pas accès à l'information. Les archives ont été classées secret défense, inaccessibles pour les journalistes, pour les chercheurs, et les personnes, pour tout le monde. Et donc, on a recueilli les témoignages des gens. Et après, effectivement, on a posé la question de la responsabilité du gouvernement français et de la prise en charge de ces victimes-là. L'objectif de la campagne ICAN, c'est l'universalisation du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. On appelle ça le TIAN, T-I-A-N, un traité qui est entré en vigueur en 2021, qui compte 73 États membres. L'État d'Algérie n'est pas encore membre, a simplement signé ce traité. C'est une première étape très importante. Et ce traité a deux grands points, deux grandes choses à réaliser. À la fois l'interdiction et l'élimination des armes nucléaires et en même temps aider les victimes et le nettoyage des différents sites. 65 ans après, l'Algérie réclame toujours la reconnaissance de ses crimes et une indemnisation juste pour nos martyrs. Un combat qui pour beaucoup est avant tout une question de justice et de mémoire.
Il y a donc 65 ans, jour pour jour, la France coloniale procédait à son toute première explosion nucléaire en Algérie, Arguen. Une explosion d'une puissance colossale qui a laissé des traces indélébiles sur l'environnement et les populations locales. Aujourd'hui encore, des zones restent interdites. La radioactivité est toujours présente et les témoins de l'époque racontent des scènes marquantes. Entre maladies, séquelles et souvenirs douloureux, cette sombre page de l'histoire continue de peser sur les habitants. Alors que l'Algérie commémore cet anniversaire, la question de la reconnaissance et des réparations reste plus que jamais posée. Yassine Massaoudi. Le 13 février 1960, l'armée coloniale fait exploser sa première bombe nucléaire à Arguen, dans le Sahara algérien, Gerboise bleue. Sa puissance, estimée entre 60 et 70 000 tonnes d'explosifs, équivalait à presque 5 fois celle larguée sur Hiroshima. Cet essai a causé des conséquences humaines et environnementales sans précédent. El Hadj Zawi, habitant de la région, revient sur cet événement tragique. Je me souviens de ces explosions comme si c'était hier. J'avais entre 11 et 12 ans, lorsque l'on nous a demandé de nous bander les yeux dès 6 heures du matin. Puis, il y a eu cette explosion, un bruit assourdissant suivi d'une lumière bleue aveuglante. L'onde de choc de l'explosion a été ressentie jusqu'à Béchar et Ibn Abbas. Le 13 février 1960, la France a procédé à son premier essai nucléaire dans la région d'Arguen, au sud de l'Algérie. Cet essai, d'une puissance de 237 km, équivaut à 5 fois les bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Par la suite, 35 essais supplémentaires ont été réalisés dans la région de Hamoudia, laissant des traces profondes sur l'environnement et les populations locales. L'armée française a fait ça en Algérie. Et on ne le sort pas du chapeau. Il y a de très rares témoignages d'aviateurs français qui, des années après, ont raconté cela. Ils le racontent avec un peu d'étonnement des années après. Parce que oui, l'armée française a bombardé au napalm des villages algériens. La conquête, l'exploitation, la guerre, ce sont 3 bonnes raisons pour présenter des excuses aux Algériens aujourd'hui. Parce que ce qu'a fait la France en Algérie pendant 130 ans, est franchement scandaleux. Durant des années, le Grand Sud algérien a été utilisé comme champ d'expérimentation et les populations locales comme de véritables cobayes. Les conséquences désastreuses des radiations sont visibles jusqu'à aujourd'hui. Dans cette région, les chiffres concernant les leucémies et les sarcomes musculaires sont particulièrement élevés. Cela fait 3 ans que l'on m'a diagnostiqué un cancer et je souffre de douleurs généralisées. Cela résulte des conséquences de ce que nous avons subi dans la région. Les essais nucléaires réalisés à Hamoudia, dans la commune d'Arguen, font partie des nombreuses atrocités subies par le peuple algérien durant la période coloniale. Cette époque a été marquée par l'utilisation de méthodes de destruction massive, laissant des séquelles qui risquent d'affecter les générations futures. Lorsque la justice rappelle à l'ordre en voulant attaquer une décision de justice, le ministre de l'Intérieur français s'est retrouvé pris à son propre piège. Recadré en direct par un magistrat, il s'est vu rappeler qu'il était lui-même à l'origine de la loi qu'il critiquait. Une contradiction flagrante qui soulève bien des questions et qui, au-delà du juridique, met en lumière un acharnement politique assumé. Brahim Damis. C'est un grand moment de solitude pour le ministre de l'Intérieur français sur le plateau d'une radio française. Bruno Retailleau a été sèchement recadré et en direct par un magistrat français du tribunal administratif de Melun, qui lui a rappelé que la décision de l'annulation de l'OQTF de l'influenceur algérien est parfaitement fondée. Bien plus encore, il lui a précisé qu'il en était lui-même à l'origine. Cette décision découlant directement d'une loi adoptée par son propre groupe en janvier 2024. Je suis magistrat administratif au tribunal administratif de Melun. Ça doit vous parler. C'est le tribunal qui a annulé l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'influenceur algérien M. Doualem. Je voulais juste vous rappeler, Monsieur le ministre, que le jugement qui apparemment a eu l'air de vous contrarier, le jugement d'annulation de l'OQTF n'est que la stricte application du droit. Le magistrat n'a fait qu'appliquer la loi, toute la loi, rien que la loi. Et notamment l'article L 432-12 du Code des étrangers qui dispose que lorsqu'un étranger est titulaire d'une carte de résident et que l'administration lui retire sa carte de résident de 10 ans,
à ce moment-là, il ne peut pas faire l'objet d'une OQTF. Il ne peut pas faire l'objet d'une OQTF. C'est la loi qui le dit. C'est pas le magistrat qui l'a décidé tout seul dans son coin. Voilà. Merci. Cette loi, je rappelle juste à Monsieur le ministre que cette loi, elle a été votée avec un peu de malice quand même. Cette loi, elle a été votée en janvier 2024. Cet article, le L432-12, il n'existait pas auparavant. Il a été voté en janvier 2024 dans le cadre de la dernière loi immigration. En attendant la prochaine, il a été voté par le groupe LR du Sénat, dont M. Retailleau était le président. Donc, si cette loi ne lui convenait pas, il ne fallait pas la voter. Mais maintenant, la loi, elle est dans l'ordonnancement juridique. Le magistrat ne fait que l'appliquer. Le magistrat a tiré la sonnette d'alarme face aux menaces qui visent le tribunal administratif de Melun. Depuis sa décision sur l'affaire de l'influenceur algérien, il dénonce un véritable déchaînement de haine sur les réseaux sociaux où des appels explicites à la violence se multiplient. Une situation alarmante alors que la justice, rappelle-t-il, n'a fait qu'appliquer la loi. Depuis maintenant 3-4 jours, au tribunal administratif de Melun, c'est un déchaînement de haine sur les réseaux sociaux, de toute la fachosphère. La présidente, on a appelé à la pendre au écourt, le premier vice-président à le décapiter, etc. Il y a même des individus qui ont été sur Internet à partir d'un organigramme, essayer de penser qui pouvait être l'auteur de ce jugement, qui encore une fois n'est que l'application de la loi, strictement de la loi. Cette mise au point a dévoilé une flagrante contradiction et entache la crédibilité du ministre de l'Intérieur français sur sa cohérence politique. Une politique française prise en flagrant délit de contradiction, mais elle n'a pas à elle seule le monopole du chaos. C'est au Maroc qu'elle touche également le fond, là-bas où la frontière entre pouvoir et criminalité s'efface un peu plus chaque jour. Dernier scandale en date, un député arrêté pour trafic de drogue à Ceuta. Un énième dossier qui éclabousse encore une fois le régime du Marzen et révèle une réalité bien troublante. Les revenus du narcotrafic pèsent lourd dans l'équation politique du pays. Le développement avec Emela Sefta. Il ne se passe pas un jour sans qu'un nouveau scandale du Marzen n'éclate. Les affaires de trafic de drogue et de corruption se multiplient. Désormais, ils ne se limitent plus au circuit traditionnel de contrebande, mais s'étendent aux institutions politiques et sécuritaires. La dernière révélation en date, l'arrestation d'un député marocain à Ceuta dans le cadre d'une opération menée par la Guardia Civil espagnole contre le trafic de drogue. Ces arrestations s'inscrivent dans le suivi des réseaux de trafic qui exploitent la position stratégique de Ceuta comme point de passage clé pour la distribution des stupéfiants en provenance du Maroc. Le député marocain Mohamed Ali Douass a été arrêté jeudi dans le cadre d'une affaire de trafic de drogue. La Guardia Civil a mené une opération à San Salvador qui a conduit à l'arrestation de 5 individus impliqués dans le commerce international de stupéfiants. Un trafic dont le Maroc est la principale source. Cette affaire met en lumière l'inquiétante imbrication entre politique, criminalité et réseau de drogue, ainsi que son impact sur la sécurité et la stabilité, non seulement du continent, mais aussi du reste du monde. Les lobbies corrompus dépassent désormais les frontières du royaume, alimentant les réseaux criminels internationaux grâce aux profits issus d'un commerce étroitement lié au Marzen. Revenons chez nous, au pays, pour vous parler de l'athlète algérien Hamza Yassine qui a confirmé sa suprématie en remportant la 5e étape du Tour d'Algérie cycliste 2025, parcouru aujourd'hui entre Biskra et Boussaada sur une distance de 171,2 km, conservant au passage le maillot jaune de leader. Plus de détails sur cette étape avec Sid Ahmed Bouaïb. Et de 5 pour Hamza Yassine qui ajoute une nouvelle victoire à son escarcelle. Ça a été difficile pour moi. Et à un bon moment, j'ai dit je vais arrêter la course parce que c'était dur. J'arrive même pas à pédaler. Mais avec le courage de coéquipier, j'ai une équipe en haut. Et ils font tout le travail. Et je les remercie un par un parce que sans eux, je fais rien. L'étape qui a relié Biskra à Boussaada a vu les coureurs essayer de se positionner en avant dès le début. Après 25 km, un groupe de 25 coureurs prend la fuite. L'écart atteint 2 minutes 40. Le peloton conduit par les camarades de Hamza Yassine travaille dur pour reprendre le groupe de tête.
Le vent complique la tâche des poursuivants, mais l'écart diminue quand même. Youssouf Guigui franchit le premier sprint intermédiaire en premier. L'échappée est rattrapée, le deuxième sprint intermédiaire est remporté par Hamza Yassine. Le vent souffle toujours et quelques gouttes de pluie font leur apparition. À 30 km, un groupe se détache et parmi eux le maillot jaune. Le groupe file tout droit vers la ligne d'arrivée. Le sprint final est remporté par Hamza Yassine en 4h53 minutes 17 secondes. En plus de l'étape, il garde ses maillots jaunes et verts. Pas de changement également pour les maillots blancs et à pois. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition du soir à 19h. Très belle soirée à vous.